Je vais faire quelques petits ajustements avant qu'on commence à discuter. Euh, et puis, voilà. Et puis comme ça, je vous attends tranquillement. Vous pouvez commencer à m'écrire, me faire des coucous. Oui, c'est toujours sympa. Par exemple, j'attends Lynn. Lynn avec qui je travaille depuis un petit moment. Une super copine qui était prof, qui l'est toujours d'ailleurs. Instit et professeur des écoles. Et euh, eh bien, elle est en dispo en ce moment et donc elle a travaillé donc à l'Éducation nationale en France, ici dans une école alternative dans laquelle on a travaillé ensemble, et ensuite dans une autre. Et on a ouvert depuis l'écolieu ensemble, elle, moi et d'autres personnes, d'autres amis. Et donc je l'attends. Où es-tu, Lynn? Attendez, je vais lui envoyer un petit message. Sinon, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, je suis Sarah. J'ai créé l'association Parents Trauma Tahiti. Et au niveau professionnel, j'étais instit. Ensuite, j'ai été prof. J'ai balayé tout le niveau scolaire, du coup, pendant plusieurs années. Oui, Lynn me dit, oui, est-ce que tu as lancé? Oui, j'ai lancé le live. Je t'attends. Et donc du coup, ensuite, en fait, j'ai compris que c'était pas un système fait pour moi. En fait, déjà quand j'étais en maternelle, euh, c'était compliqué. Je m'y retrouvais pas. Donc j'ai essayé la primaire et ensuite je m'y retrouvais toujours pas. Euh, j'ai eu mon premier enfant, mon garçon. Et donc, du coup, juste après, j'ai essayé d'enseigner au collège. Donc, voilà, j'ai essayé un peu tout et je pensais qu'au collège ce serait mieux. Finalement, ça m'a pas plu non plus. Alors, ça veut pas dire que ça plaît pas, que ça peut pas plaire à tout le monde, hein. Je veux dire, il y a des super profs. J'ai plein d'amis qui sont dans l'enseignement et il y a des super profs qui font en sorte que le système soit un petit peu différent, change de l'intérieur et c'est très très important. Donc je les encourage à chaque fois. Et c'est juste que voilà, c'était trop, je sais pas comment, disons que ce système-là avait tendance à étouffer la flamme qui m'animait. Donc du coup, je suis partie avant qu'elle soit toute éteinte. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis formée en pédagogie Montessori. Enfin, entre les deux, en fait, c'était en même temps à peu près. Et quand j'ai quitté du coup le collège, là, j'ai commencé l'école à la maison avec mon garçon, qui avait 3 ans à l'époque, et c'était génial. C'est à ce moment-là que j'ai créé et ouvert l'association PAT, et du coup, on a eu enfin, c'était vraiment merveilleux, plein de familles qui faisaient l'école à la maison, on se retrouvait, on faisait plein d'activités ensemble, c'est vraiment génial. Et ensuite, attendez, je suis perdue. Hey, coucou Clémentine. Hop, association. Et du coup, après, j'ai été embauchée à l'école alternative. Après, j'ai travaillé pour ouvrir ma classe montessorienne. Donc voilà. Et du coup, je suis restée 5 ans dans cette classe-là. C'était génial aussi, hein. Et là, j'avais carte blanche. C'était vraiment hyper enthousiasmant. Je pouvais vraiment mettre l'enfant au centre. Avoir une classe avec les valeurs qui, selon moi, sont importantes.
Bon, je comble le trou en attendant que Lynn arrive. Donc je parle, je parle. Mais on va entrer dans le vif du sujet dès que Lynn arrive, d'accord? Le sujet, je vous rappelle, c'est l'école à la maison, comment faire après le confinement. Donc du coup, pendant les années où j'étais dans cette école alternative, bah, c'était super. J'ai pu tester plein de choses avec un grand groupe de classe, avec des en termes pédagogiques, en termes de méthode pédagogique, bon, avec Montessori, mais aussi en termes de contenu. C'est-à-dire que du coup, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de faire ce que j'appelle l'éducation à la paix. Salut Emmanuel. Et donc, euh, c'est tout ce qui est apprentissage des émotions, résolution de conflits, communication non violente, développement personnel en général, coopération, médiation, c'est juste que du bonheur. Et dans cette école, c'était super parce que ben, j'ai pu vraiment avoir carte blanche pour faire tout ça. Et j'ai travaillé à la clim à ce moment-là. C'est là où on s'est connus. Et je sais pas où est-ce qu'elle est, décidément. Peut-être que si, dans les commentaires. Parce que elle a une expertise très importante pour moi, pour vous, par rapport à nos sujets de ce soir. On avait tout un plan et tout, et puis bah voilà, ça marche pas. Ah, te voilà. Bien. Alors, est-ce que vous la voyez comme moi? En fait, ce que j'essaye, c'est de la mettre en double, pour que vous puissiez la voir aussi. Oui, Cynthia, école à la paix, ouais. Donc moi, ce que j'ai appelé mon programme éducation à la paix. Parce qu'au fait, pour moi, ça regroupait plein de choses, que ce soit de la communication, que ce soit du développement personnel, donc vraiment arriver à se construire et à aller vers les besoins fondamentaux, vous savez, sur la pyramide là d'accomplissement. Et puis, euh, moi j'écris à ligne. Et bah, tout ce qui est coopération, estime de soi, enfin, c'est tellement vaste que du coup, j'ai essayé de trouver un nom pour couper tout ça. Et pour moi, en fait, ces compétences qu'on apprend aux enfants, qui sont des compétences psychosociales, on appelle ça, et ben, elles amènent intérieure déjà, parce qu'on se connaît mieux, on arrive mieux à se gérer. Et du coup, quand on est en paix soi-même, et ben, on peut mieux gérer les conflits qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est la paix avec les autres. Et également, dans mon programme d'éducation à la paix, j'ai mis tout ce qui est le rapport à l'environnement, donc que ce soit animal ou végétal. Et donc, parce que la paix avec la planète Terre, la nature, c'est aussi hyper important. On fait partie d'un tout et on fait partie de la nature. On est des animaux et on l'oublie trop souvent. Donc, bon, ok. Bon, j'arrive pas à mettre Lynn en... Donc, je vais commencer toute seule. Elle est dans les commentaires, vous la voyez. Elle a un petit avatar noir et blanc. Donc, elle va aussi répondre à vos questions par écrit. Lynn, tu peux répondre aux gens directement aussi sous leur com. Swipe de ton écran à gauche pour inviter Lynn. Alors attendez, j'essaie encore. J'essaie de la mettre, ça marche pas. On est déjà 15, c'est trop cool. Vous êtes là, vous êtes à l'heure. Vous pouvez déjà commencer à poser vos questions en commentaire si vous voulez, pendant que j'essaye de mettre Lynn.
clique sur ma photo. Oui, sur ta photo. Non, ça ne marche pas. Ok. Swipe ton écran à gauche, 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 gauche. Bon, vous êtes 19, vous êtes en train de me regarder, en train de faire. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ok, bon, bah tant pis. Ok, c'est pas grave. Allez, tant pis, Lynn, on le fait à la plan B. Plan B, c'est-à-dire que donc Lynn commente en commentaire, d'accord? Elle va vous répondre directement à vos questions à l'écrit pendant que moi je vais parler. Donc, on vous a préparé un PowerPoint. La question de sujet qu'on va aborder ce soir, c'est en fait par rapport à l'expérience que vous avez tous vécue grâce au confinement. Alors certes, il ne s'est pas toujours bien passé, il ne se passe pas bien pour tout le monde et évidemment, on a fait au maximum chacun d'entre nous avec tous les élans de solidarité qu'il y a eu et qui continue à avoir. On a fait en sorte que ça se passe au mieux pour le maximum de personnes. Il n'empêche que pour certaines personnes, en tout cas j'ai eu beaucoup de retours dans ce sens-là, il y a eu vraiment des effets très positifs, des prises de conscience. Et c'est sur ça qu'on veut rebondir aujourd'hui. Parce que par rapport à nos parcours, à Aline, à moi et aux autres parents de l'association, on se rend compte à quel point faire l'école à la maison, c'est hyper bénéfique. Et ça peut apporter un bien-être déjà de l'enfant, pour l'enfant par rapport à son rythme, etc. Et puis pour la famille, de façon assez systémique, en fait, à partir du moment où les enfants sont bien, bah, il y a moins de crises, il y a moins de conflits. Donc les parents sont bien, détendus, etc., etc. Et puis forcément, il y a un des parents ou les deux, on va voir les organisations ensemble. Voilà. Mais en tout cas, il y a plus de temps. On s'accorde plus de temps quand on fait l'école à la maison, forcément, puisqu'on crée son propre système et on n'est pas victime d'un autre système extérieur. C'est ce que vous avez vécu là pendant le confinement, c'est-à-dire que le système s'est arrêté, a fait pause, et bah, du coup, vous avez été libre. Libre de choisir ce que vous faisiez de vos journées, libre de choisir quand est-ce que vous allez manger, quand est-ce que vous allez travailler, en tout cas pour ceux qui n'étaient pas en télétravail, et quoique certains qui font le télétravail pouvaient aussi s'ajuster. En tout cas, voilà, il y avait une marge de manœuvre, de liberté et de responsabilité du coup qu'on a redécouvert avec plaisir pour beaucoup d'entre nous. Donc du coup, la question c'est, le confinement va bientôt se terminer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart sur ce qu'on a déjà connu, à se lever super tôt, se taper les bouchons, aller dans des écoles sur lesquelles on râle parce que on n'est pas satisfait forcément de l'enseignement qu'ils offrent, ou alors ou les enseignants, ou alors les copains, copines, etc. Ou voilà, on n'est pas forcément satisfait de ce système-là. On sait que le système de l'école française est très très mal placé dans les systèmes d'école mondiaux, etc. Et pour cause. Voilà, donc on part de ce constat-là. On n'était pas content. On a, on a essayé un autre système qui était assez chouette. Comment faire pour transférer ce qu'on a vécu pendant le confinement à l'après-confinement? Okay. L'expérience justement des familles qui faisaient déjà l'école à la maison avant le confinement va vous permettre de pouvoir vous projeter et de voir à quel point c'est réalisable de se lancer. Et voilà, je veux dire, on est comme vous tous, on doit manger, on doit gagner un peu d'argent, on a besoin de temps pour nous, nous parents, on a besoin euh, de, on a des peurs aussi par rapport à nos enfants, par rapport au niveau scolaire, etc. Voilà. Et donc, comment on fait avec tout ça? Alors, euh, je vous rappelle, posez dans le chat à côté, comme ça on peut rebondir. Ok? Tant que vous n'avez pas de questions,
Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran et que je vais vous mettre le PowerPoint qu'on vous a préparé. Ah, et là, ça marche pas. C'est drôle parce que je me suis entraînée et ça marchait. Et là, je suis bien qu'est-ce que je peux vous raconter en attendant que je cherche pourquoi ça marche pas? Le bouton ne s'affiche même pas. Ah, les aléas du direct. Bon, ben, Lynn, je suis désolée, même le PowerPoint, il marche pas. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? Euh, c'est fou ça quand même. Et si vous aviez des questions, comme ça je pourrais combler en attendant de chercher. Je suis un chat noir, Lindy. Ok. Ben, je suis pas superstitieuse, mais waouh, il y a 30 personnes qui sont là et euh, bon, ben, ok. Euh, Emmanuel aussi, je la vois, et Emmanuel fait aussi l'école famille qui sont là et qui font déjà l'école à la maison. Vous pouvez aussi intervenir. Ah ouais, je sais bien, merci. T'es pas Manava, mais en même temps, Zoom, on y a pensé. Le problème de Zoom, c'est que si on veut avoir plusieurs personnes comme vous, on doit payer et on l'a pas, on l'a qu'en version gratuite. Mm. Non, bah, normalement, je pouvais partager hein, avec mon live, mais je suis désolée, là, ça marche pas. Enfin, j'ai testé tout à l'heure et ça marchait. Et là, c'est un PowerPoint d'école à la maison. C'est un PowerPoint qu'on vous a fait une présentation sur l'école à la maison. Donc, je sais pas. Comment je peux faire? Bon, je vais vous le dire. Alors, notre première vignette, c'était les enjeux. Ok, pourquoi est-ce on choisirait de. Emmanuel qui dit que son fils est très heureux pour faire l'école à la maison. En plus, c'est un grand. Il est ado, ton enfant. Donc, les enjeux d'aujourd'hui, pour lesquels on déciderait de faire ce choix-là, ben, on les connaît hein, grâce à la crise qu'il y a en ce moment. Donc, la crise sanitaire, la crise environnementale et la crise sociale qu'on vit aujourd'hui. En fait, cette crise, elle nous met en exergue, elle nous met en gros plan tout ce qui va mal dans notre société. Et de faire le choix, de prendre le choix, d'avoir le choix, de décider qu'on a le choix et de ne pas se laisser faire par un système, en fait, ça permettrait justement de pouvoir avoir du pouvoir sur ces crises-là, sur ces enjeux-là, donc sanitaires, environnementaux et sociaux. Tout simplement parce que une des clés de notre société, c'est l'éducation. Et plus on intégrera dans notre façon de penser, notre façon de faire, des principes de coopération, de bienveillance, de proactivité aussi, et plus, et en tout cas moins, on aura le genre de problème qu'on a aujourd'hui. Euh, je ne sais pas si vous voulez, enfin, je vais peut-être pas m'étaler à faire les liens, tout ça, mais je pense que, j'espère que vous avez compris les liens. Emmanuel dit que son fils a 12 ans. Il faut savoir que l'école n'est pas obligatoire, d'accord? Ça, c'est une espèce de légende urbaine. On croit souvent que l'école est obligatoire. En fait, en réalité, c'est l'instruction qui est obligatoire. Et elle est obligatoire à partir de 5 ans. Elle l'était à partir de 6 ans en France. On est en autonomie interne, donc du coup, ici, ils ont décidé 5 ans. Ils ont décidé que c'était 5 ans.
Et en France, ils sont passés à 3 ans depuis cette année. Et pour l'instant, c'est pas encore passé ici. Donc, bon, pour l'instant, on reste comme ça. De toute façon, on est, comment, dans l'association, on est partisan du fait que plus tard les enfants vont à l'école et mieux c'est. Tout simplement parce que les enfants sont pas forcément faits pour être dans une sociabilité forcée. Quand on fait de l'école à la maison, il y a une sociabilité. Ça aussi, c'est une grande légende sur l'école à la maison, c'est que les enfants sont tous seuls. En réalité, pas du tout. Il y a une grande sociabilité qui est faite, sauf elle est vécue différemment parce qu'en fait, elle est choisie. À l'école, on choisit pas forcément avec qui on est. Et on est en plus dans c'est une sociabilité qui est choisie, qui est cadrée par âge. Ok. Alors que quand vous faites l'école à la maison, tous les âges sont mélangés. Et aussi vous allez choisir, c'est-à-dire que les enfants qui font des activités de judo ou d'art, etc., ils vont fréquenter des enfants qui font ces activités-là. Et pareil pour quand ils fréquentent des enfants qui font l'école à la maison, il y a quand même même s'il y a une part de hasard, il y a quand même un choix qui se fait si on veut continuer la relation ou pas. Ce qui est un peu plus dommage, effectivement, par rapport à ça, c'est qu'il y a une mixité sociale qui est un peu moindre, qui est un petit peu altérée par rapport à l'école publique. Mais c'est encore une fois une histoire de choix. C'est-à-dire que l'école à la maison, enfin forcément, vous voyez comment on est chacun avec nos amis, on traîne souvent avec les mêmes types de personnes. Mais tout ça, c'est une question de choix. Si on décidait d'aller traîner un peu plus dans tel ou tel quartier ou faire telle ou telle activité qui sont moins dans nos habitudes, ben on traînerait, on serait avec d'autres catégories sociales et d'autres personnes. Donc c'est la même chose pour la sociabilité des enfants. Si on veut que nos enfants puissent avoir des amis de tout âge et de tout niveau sociaux, de tout niveau culturel, etc., etc., ethnique, enfin voilà. Bah, c'est à nous de faire en sorte qu'ils soient dans des activités et dans des groupes sociaux qui permettent ce genre de choses. La, la mixité sociale est un leurre euh, créé par l'éducation nationale auquel on peut tout à fait pallier de façon consciente et choisie. Et donc Lynn dit effectivement que il n'y a pas de socialisation possible à l'école puisqu'on est assis et à table en ligne pendant 6 heures. Effectivement, donc le peu de socialisation qu'ils ont, c'est pendant les récrés. Et les récrés sont très très courtes. Et voilà, et c'est souvent de la sociabilisation, encore une fois, qui n'est pas forcément consciente. C'est-à-dire que, faut pas se leurrer, à l'école, c'est souvent quand même la loi du plus fort. Il y a des groupes sociaux qui se forment quand ils sont plus âgés, par exemple, genre, enfin, vous avez tous vécu ça, le plus cool, les moins cool, les intellos, les machins. Et du coup, les groupes sociaux qui se forment sont faits sur des critères qui ne sont pas forcément ceux qu'on souhaiterait voir se pérenniser dans la société du futur, sauf que comme c'est ce qu'ils vivent à l'école, c'est ce qu'ils vont reproduire plus tard. C'est en ça que les enjeux dont on a parlé au tout début du live sont très importants de mettre en relation. C'est-à-dire que ce que vous voyez aujourd'hui dans une société qui va mal, c'est complètement en lien avec ce qu'on leur propose euh, à l'école et dans notre façon de leur transmettre les choses. Oui, j'adore vos com. Ensuite, j'essaie de pas trop me perdre. Euh, Alors, il y a 4 types d'instructions que l'on peut offrir à nos enfants. Ok. L'idée, c'est de vous dire, de sortir de votre esprit que l'idée que vous n'avez pas le choix, que l'école, c'est comme ça, tout le monde y va, et puis point barre. On ne réfléchit pas plus loin que le bout de son nez. C'est faux, on a toujours le choix, et c'est au moment où vous prendrez conscience que vous avez le choix, que vous aurez du pouvoir sur la société dans laquelle vous vivez. Et ça, c'est hyper important, encore une fois, ce qu'on vit aujourd'hui avec la crise qu'on vit aujourd'hui. Donc du coup, vous avez le choix entre 4 types d'instructions. Donc on a l'école publique.
c'est l'instruction la plus classique qui est tellement répandue que c'est pour cette raison qu'on a l'impression qu'on n'a que ça comme choix. Voilà. Ensuite, on a les écoles privées, mais sous contrat, donc qui ressemblent mot pour mot quasiment aux écoles publiques, sauf que elles sont un tout petit peu payantes et puis qu'elles sont souvent religieuses. Hein. Je sais pas si citer des. Je vais peut-être pas m'amuser à citer, mais bon, on les connaît tous. Donc, en grosso modo, ça change pas grand-chose pour vos enfants. Le système est le même. C'est juste que dans les écoles sous contrat privées, ils vont à la messe. Et dans les écoles sous contrat public, ils ne vont pas à la messe. Voilà. Et puis, on a les écoles hors contrat. Quand je dis sous contrat, hors contrat, entendez bien que c'est avec l'État. C'est-à-dire que quand ils sont sous contrat, l'État aide les écoles, notamment pour payer les professeurs et pour d'autres choses. Mais grosso modo, c'est surtout le budget professeur qui est incroyablement lourd dans la gestion d'une école. Et donc, quand on est sous contrat, l'État paye les profs. Alors que quand on est hors contrat, donc comme le troisième type d'instruction que vous pouvez choisir, il y a de plus en plus d'écoles hors contrat qui s'ouvrent à Tahiti. Il y en a deux sur Punaouia, une en ville et une qui va s'ouvrir encore sur Punaouia, les trois. Je crois que c'est ça, j'en oublie peut-être. Souvent, ça reste quand même des maternelles, on a primaire. Ah, il y a une école qui va jusqu'au lycée quand même. Voilà. Bon, en tout cas, ces écoles-là, elles sont donc hors contrat, donc elles n'ont pas d'aide de l'État, ce qui fait que, en fait, bah, elles ont un tarif incroyable parce que là, les parents payent tout. Mais ça leur permet d'avoir une liberté pédagogique qui est beaucoup plus grande. Et donc, du coup, ces écoles-là qui sont hors contrat peuvent choisir d'être alternatives ou pas. Globalement, en général, elles essayent quand même d'avoir une différence par rapport à l'école classique. Donc, quand je dis l'école classique, ça va être l'école sous contrat, publique ou privée. Donc, on a par exemple des écoles bilingues qui restent classiques dans l'enseignement, mais qui sont bilingues. On a des écoles qui utilisent la pédagogie Montessori. Et on a des écoles qui font un peu un mix. Voilà. Donc ça, c'était le troisième. Et la quatrième, qui est l'instruction en famille. Celle, celle qu'on, qu'on- qu'on préconise parce que c'est celle qui offre le plus de liberté, et pour l'enfant et pour les parents. Donc l'instruction en famille, on va voir, je vais vous en parler maintenant. Donc, quand vous faites l'instruction en famille, l'école à la maison. Ah, non, c'est pas tout de suite. Ok, dans le slide d'après, que vous ne pouvez pas voir, Lynn nous a fait un super comparatif entre ces trois types. Donc, elle a mis école sous contrat, école hors contrat, c'est ça, et instruction en famille. D'accord? Vous avez ces trois-là. C'est un petit peu compliqué là quand même d'expliquer tout. C'est très visuel. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le prendre en photo et vous montrer la photo à l'écran. On va voir si ça marche. Si je vous montre ça. Hop, 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 hop. Attendez, je me recentre. C'est vraiment du bidouillage, excusez-nous. Mais c'était prévu d'être mieux. Oh, il y a le reflet. Non, misère. Est-ce que vous voyez? Attendez. Ah, voilà. En plus, j'arrive pas à me diriger. C'est ridicule. Je vais revoir le live tout à l'heure. Je vais me dire, mon Dieu, au secours. Vous êtes en train de bien vous marrer derrière votre écran, je suis sûre. Ah, ça y est, c'est bon, j'ai une image un peu plus correcte à vous montrer. Est-ce que vous voyez?
Envoie en commentaire, mais quelle bonne idée. Merci. Hakuna Matata. Je sais pas ton vrai prénom. Alors attendez, je vous l'envoie en com. Il faut que je me connecte à mon propre live. En attendant que je fais ça, j'essaie de vous parler. Est-ce qu'il y a eu des questions déjà? Pas encore de questions. Par contre, j'espère que vous voyez tous les coms de Emmanuel, donc qui fait l'école à la maison et qui dit que ça permet le respect du rythme et des besoins de l'enfant, que ça permet un environnement sécurisant et libre à la fois, clairement. Nous avons cette chance, ce n'est pas dans tout le pays. Ouf, oui, alors ça j'imagine, je ne sais plus de quoi je parlais à ce moment-là. Là, il y a 2 écoles alternatives à Montréal, effectivement, c'est tout à fait juste. Comme quoi, hein, ça se développe. Ça se développe parce qu'il y a une forte demande en vrai. Donc tant mieux. Moi, je suis vraiment partisane du fait qu'il y en ait plein partout, 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 pour justement laisser le choix aux parents. Ok? Parce que faire l'école à la maison, ça fait partie des choix, mais mettre aussi en école alternative ou en école sous contrat, c'est aussi un choix. Hein. Le plus important, c'est de faire des choix conscients. C'est de ne pas se dire qu'on n'a pas le choix. Et surtout, quand on n'est pas satisfait, quand on n'est pas content de ce que nos enfants vivent à l'école, eh ben, qu'on change. On arrête de se positionner en victime et à se dire que c'est comme ça. Surtout, ne vous dites jamais que c'est juste comme ça. Vous avez... Waouh! Excusez-moi. Si je vous montre... J'éteins mon son. Je vous mets en commentaire, donc... Bah oui, mais alors attendez, parce que je sais pas, j'arrive pas à mettre une photo en commentaire. Vous y arrivez, vous? Ah ah. Bon, alors en attendant, je vais répondre à la question de Cynthia. Qu'est-ce qu'il faut leur apprendre à la maison? Alors, il y a des programmes. Effectivement, il y a des programmes pédagogiques. Donc, quand on fait l'école à la maison, ils sont en accès libre. Hein, donc, on peut tout à fait les trouver en accès. Voilà, enfin bref. Puis l'association est là pour vous aider. Donc, on vous donnera les liens si jamais, si vous ne trouvez pas. Mais euh, par contre, ce qui est très important de se compte, c'est que attendez, j'envoie la photo à Lynn qui va essayer de la poster sur les commentaires, d'accord? Ok. Il faut savoir que quand vous faites l'école à la maison, comment dire, l'objectif que l'éducation nationale vous demande, parce que vous allez avoir des inspections, c'est qu'à 16 ans, ils aient atteint le socle commun des compétences. Ok. Donc 16 ans, c'est-à-dire à la fin de la scolarité obligatoire. Donc en réalité, les évaluations qu'on leur fait passer dans les systèmes classiques, et ben en fait, ils sont pas obligatoires. Donc, même vous, quand vous faites l'école à la maison, vous n'êtes pas obligé de suivre les programmes. En fait, il y a un programme qui a été fait du début de sa scolarité jusqu'à la fin de la scolarité, donc de 3 à, non, oui, de 6 à 16, ou là, en l'occurrence de 3 à 16. Et en fait, c'est de la responsabilité de l'école ou du professeur de découper ces programmes et du coup de faire ce qu'ils ont fait. Du coup, ils ont découpé et à chaque découpage, donc chaque cycle donc de 3 ans ou chaque niveau scolaire, donc chaque année, bah, ils font des évaluations pour voir comment l'enfant évolue dans cette progression vers le socle commun des compétences. Quand vous faites l'école à la maison, vous n'êtes pas obligé de découper comme eux. Donc en vrai, vous pouvez vous baser sur les programmes de l'éducation nationale, mais vous pouvez ne pas. Vous pouvez aussi savoir vers les, mais ne pas vous rendre à ce que l'enfant y arrive à la fin de l'année scolaire, ou à tel âge, ou à la fin du cycle, etc. etc. Et donc c'est hyper rassurant
est hyper, comment dire, ça permet vraiment de pouvoir vous ajuster au rythme de l'enfant. Parce qu'il est quand même très très rare qu'à 16 ans, un enfant ne sache pas lire, ne sache pas compter, ne sache tout ça. Et quand même, on nous met vachement l'impression que en CP, il faut qu'il sache lire, et puis après, gna 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 gna. Voilà, je pense que c'est de savoir ce genre de choses, ça permet de dédramatiser et de pouvoir se recentrer sur l'enfant, qui est le premier acteur qui est la première victime et qui devrait pourtant être le premier acteur de ces apprentissages. Ok, je disais que ce n'est pas dans tous les pays que l'IF est autorisé. Effectivement, oui, Emmanuel a raison, notamment, je crois que c'est en Allemagne où c'est interdit, ou alors ils ont essayé de l'interdire. Enfin, oui, c'est vrai qu'effectivement, l'école à la maison n'est pas autorisée partout. Mais à contrario, par rapport à la France, il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus enclins à faire l'école à la maison, où c'est beaucoup plus facile au niveau législatif, notamment aux États-Unis, où là, l'école à la maison est très 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 répandue. Et vraiment, du coup, il y a une liberté qui est beaucoup plus grande par rapport à la France. Donc nous, parce que voilà, ils sont un petit peu sur notre dos quand même, hein. Ouais, l'inédit, pas d'obligation de résultat, effectivement. Quand vous faites l'école à la maison, il y a une obligation de moyens, mais pas de résultat. Ça aussi, c'est très très important. Ça déculpabilise beaucoup et on se sent beaucoup mieux. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous donner tous les moyens pour y arriver. Mais si votre enfant y arrive pas, c'est OK. Enfin, je veux dire, tout le monde est différent. Et il y a des choses, voilà, on percute pas, on percute pas. Enfin, ça nous plaît, ça nous plaît pas. Souvent, l'enfant, s'il percute pas, c'est que ça lui plaît pas, ça l'intéresse pas. Ou alors, il a un style d'apprentissage qui correspond pas avec cette notion-là. Enfin, et ça, c'est très très important de pouvoir le considérer, ce qui n'est pas forcément le cas dans les grands groupes. Et quand vous faites l'école à la maison, vous pouvez vous permettre d'individualiser et donc vraiment de vous baser sur sur ce que votre enfant a besoin. Et ça, c'est hyper précieux. Bon, alors je vais essayer de vous le faire, ce tableau-là que je n'arrive pas à vous montrer. Au niveau du coût, je vous rappelle, donc, au niveau du coût, il y a toujours les trois catégories sous contrat, école hors contrat et instruction en famille. Donc, quand vous avez l'école sous contrat, on dit qu'elle est gratuite, mais en réalité, vous payez des impôts. Et ces impôts-là, que vous payez, servent à payer les profs, donc servent à payer l'école où vont vos enfants. Donc, elle a cette image d'être gratuite, mais en réalité, elle est payante. Sauf qu'on ne le sait pas, c'est caché. Les écoles hors contrat, malheureusement, vous payez vos impôts pour les écoles sous contrat, mais en plus, vous payez les frais d'inscription et les frais de scolarité de l'école qui est hors contrat, puisque l'État ne l'aide pas. Donc, vous payez double. C'est ce qui explique leur coût très élevé. Quand vous faites l'instruction en famille, vous ne payez pas d'école, vous ne payez pas de frais de scolarité. Par contre, vous payez toujours vos impôts dans une école dans laquelle vos enfants ne vont pas. Donc, vous payez un service que vous n'utilisez pas en fait. Quand on fait de l'instruction en famille, on va le voir tout à l'heure, il y a plusieurs types d'instruction en famille. Vous avez le choix d'investir financièrement ou pas. D'accord, il y a des gens qui font l'instruction en famille qui n'achètent rien, et d'autres qui achètent beaucoup de matériel, qui achètent des cours par correspondance, etc., etc. Donc, voilà. Mais ça, encore une fois, c'est un choix. Alors que quand vous faites l'école sous contrat ou hors contrat, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. C'est l'école qui vous impose de payer tel ou tel montant. Ensuite, par rapport au respect du rythme de l'enfant, du rythme chronobiologique, ouais. Par rapport au rythme de l'enfant, donc les, les écoles qui sont sous contrat, les écoles classiques, en général ont très peu de marge de manœuvre et ne respectent vraiment pas beaucoup le rythme de l'enfant. Tout simplement, ça s'explique par le nombre d'enfants qu'ils ont. Le seul moyen pour que, avec un grand groupe de 30 élèves, 20 à 30 élèves, on puisse respecter le rythme de l'enfant, c'est de changer de système pédagogique. Heureusement que certains professeurs commencent à le faire, parce que c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'il y a des écoles freinées, il y a des écoles Montessori qui sont publiques, et dans lesquelles
le rythme de l'enfant est respecté. Mais le, encore faut-il que l'équipe vive, que la direction, que l'inspecteur soient en accord avec. Quand on est en école hors contrat, il y a un peu plus de facilité à respecter le rythme des enfants, parce qu'en général, les groupes sont plus petits, et en général, ces écoles-là font en sorte d'être différentes, d'avoir un système pédagogique différent des écoles classiques. Donc, ça va dépendre en fait de l'école hors contrat. Donc, il va falloir, vous voyez, en fonction, vous allez visiter et vous verrez bien combien il y a d'enfants par classe et quel est le système pédagogique, la méthode pédagogique qu'ils utilisent. Quand vous faites l'instruction en famille, là, il est évident que le rythme de l'enfant est carrément respecté. Vous êtes complètement maître à bord. Vous êtes maître à bord et en plus, vous avez que vos enfants. Donc, au pire, vous avez une fratrie, j'allais dire 3, 4. Bon, c'est vrai que parfois, il y a des grosses fratries de plus. C'est quand même très rare, quoi. En général, on est à 2, 3, 4, voire 1. Et là, c'est waouh, c'est le méga luxe. Oui, Olivia, exactement. Compétition, comparaison, ça c'est malheureusement tout le système d'évaluation qui est dans les écoles classiques. Parfois aussi malheureusement les écoles de hors contrat le font. Et qui crée beaucoup qui fait des énormes dégâts sur l'estime de soi et qui fait d'énormes dégâts sur notre société actuelle parce qu'encore une fois, ce qu'on vit à l'école, on le répercute sur notre société d'aujourd'hui et tous les problèmes qu'on a par rapport, je sais pas, les problèmes entre chaque pays, les problèmes de guerre, les problèmes entre les partis politiques qui ont des idées merveilleuses mais qui veulent pas s'entendre et qui du coup font tout freiner à cause de leur ego. Enfin bref, tout ça c'est à cause de la compétition qu'on a appris quand on était enfant. Ensuite, par rapport au temps libre des parents, quand on a nos enfants à l'école sous contrat, évidemment qu'on a du temps libre parce que nos enfants, on les dépose à 7-8 heures et on les récupère à 15 heures. Donc, évidemment, là, on est le roi du monde, on a carrément du temps libre. Quand on les met dans une école hors contrat, c'est pareil. Avec peut-être un peu plus de sollicitation quand même. Les écoles hors contrat ont parfois besoin de beaucoup plus d'aide et impliquent beaucoup plus les parents. L'instruction en famille, c'est certain qu'on en a beaucoup moins parce que on est censé faire, on prend le rôle. Donc du coup, ça va dépendre de quel type d'instruction en famille on va faire. Ok. Donc, mais en tout cas, ça va encore une fois nous permettre d'avoir le choix sur le temps qu'on veut consacrer à nos enfants ou pas. Il faut savoir aussi quand même que ce temps libre que l'on s'octroie quand on laisse nos enfants à l'école, il est évidemment génial pour nous en tant qu'individus, mais en tant que il faut bien se rendre compte que plus on délègue l'éducation de nos enfants, et moins on a de d'impact, de ouais, d'impact sur ce qu'ils vont pouvoir offrir au monde. Donc, on a confiance, on va choisir comme on peut le professeur, l'école, etc. Il n'empêche qu'on est quand même vachement tributaire parce que le prof il peut tomber malade, il peut se mettre en congé maternité, l'école peut fermer, ou l'école peut refuser que l'enfant choisisse sa classe, que vous choisissiez sa classe. Bref, vous êtes quand même et je pars toujours du principe que la confiance, ça se c'est pas parce qu'on a que on fait forcément du bon travail. Pardon, excusez-moi, j'ai plein d'amis profs et je suis sûre que je vous aime, hein, je vous promets. Euh, de ces nouvelles doses qui sont offertes par nos et, et c'est de ça, hein, quand ça impacte sur nos enfants et la société. Okay.
Et donc forcément, plus on délègue et moins là. Il faut savoir que quand on est parent d'enfants de petite classe, souvent on nous apprend à rester derrière la grille des écoles, à nous parents de ne plus trop nous impliquer dans la scolarité de notre enfant. Et après, quand on a nos enfants au collège, eh ben, on nous demande de nous en impliquer à nouveau parce que c'est une période difficile pour les professeurs. En plus, ils n'ont pas forcément autant de... Enfin, ils ont plein de professeurs pour plein d'interventions. Et ben là, à ce moment-là, les parents sont habitués à déléguer, donc ils s'intéressent beaucoup moins à la scolarité de leur enfant. Donc c'est vraiment dommage, c'est un cercle vicieux. Oui, beaucoup de profs absents au collège public, ouais, même dans les écoles, tout à fait. Et là, on est complètement tributaire, ils sont en permanence, ou alors ils sont mis avec des professeurs qui sont de passage, etc. Donc, ouais. La suite, choix de la pédagogie. Bon, dans les écoles sous contrat, vous n'avez pas le choix de la pédagogie. Euh, voilà. Dans les écoles qui sont hors contrat, vous choisissez votre école, donc forcément vous choisissez la pédagogie qu'ils vont utiliser. Enfin, vous choisissez l'école par rapport à la pédagogie qu'ils vont utiliser. Donc vous avez un certain choix. Alors que quand vous faites l'instruction famille, forcément, bah, vous avez le choix plein sur les méthodes que vous utilisez. Il y a plein de méthodes différentes. Alors, on parle beaucoup de Montessori. Il y a la pédagogie freinée également, qui est merveilleuse. Steiner, il y a Reggio, il y en a tellement, euh, oh là là, il y en a tellement. Il y a aussi beaucoup de méthodes pédagogiques anglophones qu'on connaît beaucoup moins, mais que, enfin, je vous donnerai les liens avec grand plaisir. Il y a aussi des méthodes qui sont plus ciblées. Donc, on utilise, par exemple, les alphas qui sont vraiment pour l'écriture, etc. Les multimalins qui sont plus pour les mathématiques. Il y en a plein comme ça pour, tout, pour tous les domaines d'apprentissage. Okay. Ça, encore une fois, c'est le rôle de l'association. Si vous sautez le pas et que vous faites l'école à la maison, on est là pour vous guider dans toutes les alternatives, tous les choix pédagogiques que vous pouvez faire, parce qu'il y en a beaucoup. Et vous pouvez... non, ça vient après, pardon. J'allais dire, et vous pouvez utiliser aucune pédagogie. C'est ce qu'on appelle schooling. On va le voir après. Bien se dire, c'est très important. Sous contrat, vous savez pas trop ce qui se fait, donc vous pouvez avoir un regard, mais vous n'êtes quand même pas dans l'école pendant à peu près, ils sont dedans pendant 6 à 8 heures, hein, bah, vous n'avez pas le regard dedans, même si on vous dit des choses, vous n'êtes pas dedans, donc vous ne pouvez pas trop savoir. Idem pour les écoles hors contrat, quoique théoriquement, ils devraient être plus enclins à vous ouvrir les portes. Encore une fois, choisissez bien les écoles qui pourraient plus vous laisser d'ouverture. Parce que c'est très important de se rendre compte que si une école vous ferme les portes, enfin, moi je comprends même pas pourquoi il faut fermer les portes. Et j'ai été prof, hein, donc je vais pas m'étaler. Sinon, je vais dire des choses que je vais regretter. Euh, Instruction en famille, évidemment, bien éducative à fond, puisque c'est vous, donc vous savez comment est votre enfant, vous savez qu'il y a moins d'enjeux. Voilà, donc... Alors après, évidemment, ça dépend de la relation qu'on a avec notre enfant. Et c'est vrai que si on a une vie qui est compliquée par ailleurs et qu'on n'a pas d'enfant, on ne va pas aller s'amuser à faire l'école à la maison, parce que forcément, en termes de bienveillance éducative, ça va être compliqué et on risque de produire des violences éducatives ordinaires. Donc c'est pour cette raison que c'est important d'avoir le choix pédagogique, le choix d'instruction et de se rendre compte qu'il y a des personnes pour qui c'est pas ok de faire l'école à la maison parce que ça ferait plus de dégâts qu'autre chose. C'est ok, c'est juste encore une fois une question de conscience. Ouais, Lynn qui parle par rapport aux outils, effectivement, aux méthodes pédagogiques, des intelligences multiples.
c'est tellement énorme tout ce qui peut se proposer en outils libres sur Internet, carrément. Par rapport au respect des besoins de l'enfant, donc que ce soit tous les besoins, autonomie, affectif et moteur, donc bouger. Il est certain que les écoles sous contrat ont beaucoup moins de flexibilité, beaucoup d'enfants, beaucoup de tâches, très enclins à pouvoir bouger dans ces classes-là. Alors que dans l'école hors contrat, donc alternative, il y a souvent plus une volonté de faire autrement, encore une fois avec un mobilier plus adapté, moins d'enfants, donc des classes plus grandes. Peut-être on a l'espoir parfois qu'ils ont plus de moyens, donc proposer des locaux plus adaptés, etc. etc. C'est pas toujours le cas, encore une fois, visiter. Et par contre, effectivement, quand on fait l'école à la maison, ben là, évidemment, quand l'enfant il a besoin de bouger, ben il y va, il pose ses trucs et il bouge. Quand on veut faire une notion de mathématiques et que l'enfant a besoin de bouger, ben on va aller compter de deux en deux en sautant dans des cerceaux. Ben voilà, c'est vraiment pour dire qu'il y a une flexibilité, une adaptation par rapport aux besoins de l'enfant qui est beaucoup plus grande quand on fait l'école à la maison. Ça, c'est sûr. Euh, Alors, très bonne question. Pour pouvoir faire l'école à la maison, on doit obligatoirement passer une formation. Pas du tout. Euh, quand, euh, quand les écoles alternatives ouvrent, il faut que les personnes soient diplômées. Mais quand vous faites l'école à la maison, non. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais c'est très bien comme ça. Moi, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on est leur premier professeur. On est les premiers, on est ceux qui leur avons appris à parler et à marcher. Et donc, du coup, il est tout à fait normal que l'on puisse là aussi leur apprendre à lire, compter, écrire et tout le reste. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de tout savoir, de tout maîtriser quand on fait l'école à la maison. Parce que du coup, ça fait un peu peur. On se dit, surtout quand ils commencent à aller dans les grandes classes, non mais on se dit, moi, je sais pas faire les fonctions, l'algèbre, l'histoire de France, gna 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 gna. Non, mais c'est OK, parce que justement, quand on fait l'école à la maison, on apprend avec nos enfants et c'est carrément génial. Je vous promets. On prend le temps de revoir ensemble et du coup, ça permet aussi de baisser le niveau. On n'est plus dans une hiérarchie qui est verticale, mais dans quelque chose de plus horizontal. Et on apprend à l'enfant à apprendre, on lui apprend à pêcher, on lui donne, vu que nous, on va chercher l'information, bah, autant lui montrer comment on fait. Et c'est ça, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à apprendre. Quand on fait l'école à la maison, c'est ça qu'on vise. Est-ce que c'est possible de faire le choix de l'école à la maison, mais pas par les parents eux-mêmes, les confier? Oui, un tuteur, ça s'appelle. Oui, on peut tout à fait avoir un tuteur qui fait l'école à la maison. C'est légal, c'est dans les textes de loi. Texte de loi qu'on peut vous fournir, il suffit de nous faire un petit mail à l'association. On a tout un dossier IEF et instruction en famille qu'on vous donne. Ouais, carrément. Ouais, Lynn, vous lisez son commentaire, Aline, c'est exactement ça. Ce qui est interdit, c'est par exemple, tu peux pas prendre un tuteur et que le tuteur fasse l'école à la maison à ton enfant, plus à l'enfant du voisin, plus à l'enfant de la copine. Ça, c'est interdit parce que du coup, ils estiment que c'est une école sauvage. Ok. Donc voilà. Mais si le tuteur ne fait que l'école à tes enfants, bah, c'est ok. Voilà. Euh, Par rapport aux inspections et aux évaluations, quand vous avez vos enfants dans une école classique, vous n'avez pas cette responsabilité-là. Ils sont évalués, mais pas par vous. Donc, c'est beaucoup plus cool pour vous. Pareil quand ils sont en école hors contrat, donc les écoles alternatives. Quand vous faites l'école à la maison, vous avez cette responsabilité-là. Il faut savoir que c'est une inspection, pas une évaluation. Donc en fait, vous avez encore une fois une obligation de moyens et pas de résultats. Il y a un cadre légal. Euh,
du coup, les inspections sont vraiment très cadrées. Et donc là, encore une fois, l'association est là pour pouvoir vous permettre de faire valoir vos droits quand vous faites inspecter. Déjà, nous, on est là aussi pour vous aider. À l'écolieu, dans les villes parlaient, on aide les parents à monter leur dossier pour l'inspection. Ok. Et ensuite, quand vous êtes avec l'inspecteur, donc vous êtes souvent, ils inspectent chez vous parce qu'ils doivent voir l'endroit où l'enfant étudie. Bah là, vous leur montrez le dossier PEDA et puis vous, vous montrez avec quoi l'enfant travaille, etc. L'inspecteur discute avec l'enfant, lui pose quelques questions. Il peut y avoir des évaluations. Avant, c'était pas obligatoire, ça l'est devenu. Il y a certains inspecteurs qui le font, d'autres non. Il faut savoir vous avez un recours légal si vous ne voulez pas faire passer les évaluations de vos enfants. Mais bon, en général, ça rassure les parents. Donc voilà, pourquoi pas. Le tout, c'est que tout se passe de façon respectueuse de l'enfant. Si votre enfant est mal à l'aise avec l'inspecteur, tout ça, vous pouvez dire stop. Si l'inspecteur est trop incisif, etc., vous pouvez tout à fait dire stop, etc. Et voilà, les inspections sont faites pour être malléables. Ok. Et s'ils ne le sont pas, s'ils ne sont pas ouverts ben, on est là pour vous aider. Tous les retours qu'on a eus des familles qui font l'école à la maison, parce que l'association brasse une dizaine, quinzaine de familles qui font l'école à la maison, ils ont été positifs. On a vraiment une minorité de cas, je dire une ou deux familles pour qui ça s'est un petit peu plus mal passé parce que bah, c'était un peu plus... Voilà. Mais c'est très rare. Voilà. Et quand ça arrive, on est là. Exactement. L'inspecteur n'est pas votre supérieur hiérarchique. Vous êtes censé juste lui montrer ce que vous faites et il n'est pas censé poser un jugement sur ce que vous faites. Il peut vous conseiller, mais c'est tout. Alors, attendez, il y a une question. Ouais, Emmanuel a eu un contrôle pédagogique bien passé. Alors, est-ce qu'il y a un temps imposé d'enseignement quotidien? Alors, quand vous faites l'école à la maison, non. Quand vous faites l'école classique, oui, puisque c'est les horaires d'école. Quand ils sont en école alternative, il y a un horaire que, qui est imposé par l'éducation nationale et c'est l'école alternative qui détermine ce qu'elle va mettre en place. Okay. Très souvent, en tout cas ici, il se base sur les donc vous allez avoir la même chose, que ce soit hors contrat, sous contrat, vous allez avoir les mêmes choses, donc 7h, 15h, pas les mercredis, pas les vendredis après-midi, ce genre de choses. Okay. En France ou ailleurs, il y a des écoles, par exemple des écoles démocratiques, où les enfants vont à l'école quand ils le souhaitent, et donc il y a un temps de scolarisation qui est de 5 heures par jour imposé. Et donc là, c'est vraiment cool. Allez, quand vous faites l'école à la maison, vous n'avez pas de temps imposé. Par contre, il y a eu des études qui ont été faites qui montrent que globalement, pour une journée d'école classique, bah, votre enfant, il fait la même chose en 2 heures de temps quand vous faites l'école à la maison. 2 heures par rapport à une journée complète. C'est quand même chouette. Ça laisse vachement de temps pour autre chose. Ça s'explique tout simplement parce que quand ils font l'école classique, il y a énormément de... Ils sont coupés par les récréations. Il y a énormément de temps d'attente. Hein. Vous vous souvenez de ces longs moments où vous étiez là et vous attendiez que les 25 autres élèves aient fini l'exercice alors que vous l'avez déjà fini. Voilà. Donc, ça s'explique comme ça. Je travaille tous les jours de la semaine et je veux savoir si vous étalez le temps d'assurance sur les soirées, les week-ends, mais carrément, mais bien sûr, mais bien sûr. En plus, les enfants, ils sont vraiment très enclins à travailler le soir. C'est vraiment très agréable. J'ai fait un live là-dessus et le temps le soir, le cerveau est vachement reposé, il fait frais, enfin, c'est vraiment très agréable. Après, le problème qui va se poser, ça va être de la garde de l'enfant. Mais si tu travailles à la maison, c'est tout à fait possible de conjuguer les deux. Ouais. Ça, d'ailleurs, peut-être que je peux en parler maintenant parce que je crois que c'est une question à ceux qui veulent faire l'école à la maison, forcément, on a soit on est rentier, soit on a un conjoint qui travaille. Donc souvent comme ça se répartit, parce que donc par rapport aux familles qu'on a, on a différents profils.
On a soit un conjoint qui travaille et l'autre qui travaille pas et du coup qui fait l'école à la maison. Soit on a les deux qui travaillent mais avec des emplois du temps qui s'alternent. Ça, c'est vachement chouette. Du coup, l'école à la maison est faite par les deux parents de façon alternée. Soit les parents travaillent à la maison en fait. Et du coup, c'est comme le télétravail vécu pendant le confinement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le parent met en autonomie l'enfant, ou alors, et donc à ce moment-là, il travaille, ou alors le parent travaille sur les temps ou de dodo la nuit. Moi, j'ai fait ça très longtemps et c'était tout à fait. C'est un rythme à prendre. Après, on fait des siestes. Voilà. Donc, c'est tout à fait faisable. Il peut y avoir aussi le cas où les deux travaillent à la maison et là, c'est carrément cool parce que euh, du coup, ils sont toujours accompagnés en fait, les enfants. Donc ça, c'est chouette. Si vous êtes tout seul à la maison et que vous travaillez et que vous devez les mettre en autonomie, ça aussi, il y a plein de méthodes pédagogiques qui permettent à l'enfant d'être autonome et l'enfant a besoin d'être un petit peu tout seul. Et ce qui est plus compliqué, effectivement, c'est quand l'enfant a voilà, de 0 à 2 ans, 3 ans à la limite. Mais à partir de 2 ans, 3 ans, ils commencent à vraiment pouvoir travailler en autonomie. Là, vous commencez à faire des trucs déjà par vous-même. Donc avant, ils font des siestes, donc vous travaillez pendant les siestes et dodo du soir. Et du coup, vous avez des plages horaires de la journée pour bosser et gagner un peu de sous pour manger. Un truc très important aussi par rapport à ça, c'est que quand on fait de l'école à la maison, il y a tout un mode de vie qui se met en place, bien avec ce qu'on appelle la décroissance. C'est-à-dire que quand vous faites de l'école à la maison, vous conduisez moins, vous dépensez moins d'argent dans l'essence, vous avez plus de temps pour faire votre FAPU, donc vous allez moins au magasin, vous fabriquez beaucoup plus de choses, vous êtes beaucoup plus autonome en réalité. Et en fait, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de dépenser autant d'argent que ça. Il y a aussi un truc, c'est que quand on fait l'école à la maison, on n'a pas de vacances, puisque, voilà. Donc du coup, on est tout le temps en vacances. Et il y a beaucoup moins ce besoin de partir en vacances. Et du coup, on fait vachement d'économies là-dessus. Donc après, on pourrait dire, oui, mais c'est quand même une culture de voyager, etc., etc. Oui, mais du coup, ça devient un choix. Ça devient plus une nécessité, un besoin un peu, genre comme si on étouffait dans notre quotidien et qu'on devait absolument s'échapper pour aller ailleurs. Là, ça devient un choix. Vous avez du temps en faisant l'école à la maison, où vous êtes à votre rythme, vous faites tout ce qui vous plaît, vous êtes heureux en vrai. Donc vous n'avez pas besoin d'aller chercher le bonheur ailleurs en fait. Et donc tout ça, ça permet d'avoir des économies et puis de dépenser beaucoup moins d'argent et que finalement on se rend compte que on peut faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Jusqu'à quel âge il y a le contrôle de l'inspection? Mais jusqu'à 16 ans. Parce que c'est l'âge légal de. Après 16 ans, l'enfant a le droit d'arrêter l'instruction. Vous pouvez continuer l'instruction jusqu'au bac. On a eu des enfants d'associations qui sont allés jusqu'au bac en UF. Et voilà, ça s'est très bien passé. Du coup, ils passent en candidat libre. Pour l'EF, faut-il faire une déclaration à la commune ou DG2E? Oui, on a tous les papiers, vous nous envoyez un petit mail, un petit MP, tout ça, et on vous donne le dossier. On a les adresses à la DG2E, on a le lien avec la personne qui est en charge de ça. Et donc, c'est une lettre type qu'on vous donne, enfin qui est accessible aussi sur Internet, mais bon, on a déjà tout préparé pour vous. Et voilà, il faut. Voilà, DG2E. Et en fait, là, c'est eux qui s'occupent de faire la déclaration à la mairie. Parce que si vous allez fouiller un peu sur Internet, en France, les familles font la déclaration à la. Ça ne veut pas la DG2E, du coup, en France, à l'échelon national. Et d'un autre côté, ils font à la mairie. Parce que du coup, il y a une inspection, une enquête sociale pour voir si vos enfants sont pas maltraités et si vous n'êtes pas en train de les séquestrer contre leur gré à la maison. Pour voir s'ils sont, en fait, si l'instruction en famille se fait dans des conditions saines pour l'enfant. Et d'un autre côté, il y a l'inspection pédagogique. Ici, à Tahiti, en Polynésie, ils mélangent les deux. Donc en fait, la DG2E fait la déclaration à la mairie et c'est la DG2E aussi qui s'occupe de faire l'inspection, l'enquête sociale.
Ouais. Est-il possible que votre enfant à temps partiel à l'école classique et le reste du temps en IEF? Alors, oui, mais euh, ouais, oui, mais en fait, vous êtes hyper tributaire du directeur de l'école. Donc du coup, en fait, ça va être au bon vouloir de l'école. Souvent, ce qu'ils vont vous dire, c'est que vous ne pouvez pas parce que l'enfant va prendre du retard. Donc, il va falloir bien argumenter et il va falloir vraiment prouver que vous faites une continuité pédagogique, le terme qu'on utilise beaucoup en ce moment, à la maison. Je suis en train de me demander, il faut voir après avec la CPS, parce qu'il y a comment ils appellent ça, enfin, vous savez, on a des sous quand nos enfants vont à l'école, on nous donne des sous. Et donc, si ils sont à mi-temps à l'école, il faut voir au nombre quota horaire. Et ça, je pense, je sais pas si on a les infos, si on a déjà ces infos-là. Mais en tout cas, c'est facile de les voir. Vérifier si vos droits à la CPS vont pas sauter à ce moment-là. Quand on fait l'école à la maison, d'ailleurs, c'est un truc qu'on a oublié dans notre tableau, Lynn. Normalement, théoriquement, on a le droit à ces aides sociales, mais très souvent, la CPS met beaucoup de freins parce que bah ils connaissent pas l'IUF, ils savent pas ce que c'est, et puis c'est pas dans leur petit papier, c'est pas dans leur case, quoi. Donc du coup, il faut un peu se battre. Je connais, j'ai différents types de familles, ceux qui touchent leurs allocations, ah voilà le terme, allocation, et ceux qui ont pas. Mais vous y avez droit, parce que l'école à la maison est considérée comme de l'instruction. Qui pêche, non, tous les ans l'inspection, oui, tous les ans l'inspection. Le truc, la cassation tous les 2 ans, l'inspection tous les ans. Parfois, ils disent même qu'ils peuvent faire 2 fois par an. Mais en général, ici, c'est une fois par an, voire pas. Il y en a qui pas. Parce que, je vois. Salut. Alors, oui, alors, Coralie, elle dit que le gros problème qu'elle voit pendant le confinement, c'est le manque de patience. Effectivement, c'est très compliqué. C'est un apprentissage que de faire l'école à la maison, déjà rien pour nous, hein. Mais vraiment, encore une fois, on est là pour vous accompagner. L'association est là pour vous accompagner. Donc, on a ouvert l'école qui est un apprentissage libre et autonome. Et en fait, on est un mix entre l'école à la maison et les écoles hors contrat. On n'a pas le statut d'école, c'est très important pour nous parce qu'on ne veut pas, on veut garder notre liberté pédagogique. Et donc du coup, on fonctionne avec les familles qui font l'école à la maison. Bah voilà, les familles viennent et nous on propose tout le matériel pédagogique. Donc on a comme je suis éducatrice Montessori, du coup je propose tout le matériel montessorien et on a complété avec tout de matériel pédagogique merveilleux. J'en parlais tout à l'heure, les alphas, les multimalins, tellement de choses, les smart games, euh, plein de jeux d'orthophonie qui sont tellement bien faits. C'est dommage que les orthophonistes les gardent pour eux, Clémentine. J'adore les jeux d'orthophonie. Ils sont juste géniaux. Euh, voilà, il y a tout un tas. L'écolieu regroupe tous. En fait, on n'est pas basé sur une méthode pédagogique, on se base sur l'enfant. Donc, à partir du moment où l'enfant est intéressé par un sujet, on va lui proposer tel ou tel chemin pour y accéder. Si ça ne marche pas, on lui propose un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pour ça, on a un panel de matériel qui est disponible pour, donc, nous, on est facilitateurs, donc moi, Lynn et d'autres personnes. Et parce que ce qui est très
important, c'est de transmettre et que les parents deviennent autonomes pour pouvoir continuer à la maison, justement. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement et la transmission. Donc, du coup, que ce soit au niveau pédagogique, mais aussi en termes éducatifs et comportemental. Donc, ça répond à ta question, Coralie. Quand tu manques de patience avec son enfant, eh ben, on est là pour vous accompagner, avoir un autre regard sur l'enfant, que ce soit au niveau de son développement. Parce que si on s'agace par rapport à son enfant, c'est aussi peut-être parce parce qu'au niveau de son développement, on s'attend à des choses, mais qu'en fait, en réalité, il n'est pas capable c'est pas encore à son niveau. Ou alors parce qu'on essaie de lui faire apprendre d'une certaine façon, genre à l'écrit ou ce genre de choses. Mais en fait, en réalité, il a une autre intelligence quand on travaille beaucoup avec les intelligences multiples. Et donc, par exemple, il va avoir une intelligence musicale ou kinesthésique. Et dans ce cas-là, on va avoir cette expérience et ce regard un peu euh, englobant sur toutes les possibilités. Et du coup, on va pouvoir vous éclairer sur, tiens, et si tu essayais ça, et si tu as, etc., etc. Et du coup, ça permet vraiment de, comment, hyper rassurant d'être accompagné comme ça. Voilà. Alors, alors, être prof, c'est un métier aussi pour moi, pas tellement vrai, parce que Lynn a dit souvent, et j'adore cette phrase, expert. On est tous experts dans nos enfants. Et c'est vrai que quand on est prof, on fait des études et on étudie plein de pédagogie, etc., etc., et plein de techniques. Et en même temps, c'est beaucoup, beaucoup de bon sens. Et si on met l'enfant au centre et pas une pédagogie, ben du coup, on est réellement tous compétents. Parce que on peut tous écouter. On les aime. Donc c'est ça en fait qui est le plus important. Et de l'amour, de l'écoute et des outils. Et du coup, on s'entraide pour cette partie-là. Mon fils est dans un lycée privé, ma fille dans un collège public et la dernière fait l'école à la maison. J'ai beaucoup plus de soucis avec le personnel du lycée privé. J'ai l'impression que je n'ai jamais mon mot à dire. On suppression parfois des menaces. Pour la dernière, elle fait l'école à la maison. C'est ce qui m'a convaincue. Yeah, carrément. Ouais. Encore une fois, l'école à la maison ne va pas forcément convenir à tout le monde. Il y a plein d'enfants qui sont très heureux à l'école classique et c'est très bien comme ça parce que on pourrait pas, je veux dire, moi je suis pas pour une uniformisation des, voilà. Il y a plein de profils différents, profil d'enfants, profil de famille, profil de, voilà. Et donc du coup, il faut plein de systèmes différents pour tous ces enfants différents. Donc ceux qui sont bien à l'école, ben on les laisse à l'école. Ceux qui sont bien dans des écoles alternatives hors contrat, et ben il en faut plein, plein, plein partout et proche de vos maisons, comme ça vous évite de prendre la voiture, ce genre de choses. Et ceux qui sont bien nulle part, et ben offrons-leur la possibilité de faire cette école à la maison parce que c'est tout à fait, c'est vraiment un cadeau qu'on peut leur faire et nous faire aussi. Hum, alors attendez, parce qu'en fait je suis vachement en retard des coms. Ok. Alors, ouais. Bon, ben c'est bon, en fait, lui, déjà calme bien les coms. Donc, du coup, moi, j'étais sur les différents types d'instruction en famille. Donc, vous avez 4 types d'instruction en famille. Vous avez les cours par correspondance, CPC, pour les intimes. Les correspondances, c'est ce qu'on a, c'est les plus connus, c'est le CNED. Le CNED, c'est exactement l'éducation nationale que vous mettez à la maison. Donc, il peut être très bien perçu par plein de gens. Encore une fois, il faut bien être conscient que vous avez le choix.
Quand on pense école à la maison, si on se dit qu'on n'a que le choix de faire le CNED, c'est une erreur. Il y a plein d'autres CPC possibles qui sont qui sont différents, qui sont beaucoup plus alternatifs, qui sont beaucoup moins denses, qui font pas forcément toutes les matières comme le CNED, etc., etc. Donc, le CNED n'est pas du tout la seule, voilà. Ceux qui aiment, tant mieux, mais vraiment, il faut vraiment vous rendre compte que c'est comme si vous faisiez l'école classique, mais à la maison. Okay. Et ça peut correspondre à pas mal de gens. Parce que du coup, il y a une rigueur, une structure, il y a beaucoup de devoirs, il y a toutes les matières, c'est écrit tout petit. C'est payant, les CPC sont payants. Le CNED peut être gratuit au niveau enfin, il y a des critères. Je crois qu'Emmanuel, elle a eu ça. Si jamais tu peux nous le dire en com, il y a différents. Vous pouvez avoir le CNED réglementé, on appelle ça. Mais dans ce cas, il faut rentrer dans ces critères-là. Sinon, c'est payant. Et vous en avez plein d'autres. Vous avez les cours PI, vous avez les cours Atner, vous avez des cours, vous en avez plein, plein, plein. Et ils proposent des services vraiment différents. Il y en a qui vont vous proposer des cours en visio. Il y en a qui vont vous proposer de rendre vos devoirs quand vous voulez. Il y en a qui vont vous proposer des cours en couleur, des cours informatiques, des cours en papier. Voilà, il y a vraiment plein, plein de. Il y a une diversité et ils sont tous reconnus par l'éducation nationale, ce qui fait que vous n'avez pas d'inspection parce que c'est les devoirs que vous allez rendre au CPC et donc le CPC va faire un bulletin qui va faire foi d'inspection. Donc vous n'avez pas de déclaration ni rien à faire. Voilà. Du coup, le programme de l'éducation nationale, hein, parce ils sont déclarés, ils sont en lien avec eux. Ils peuvent pas avoir de liberté pédagogique. Voilà, ça c'était le premier. Ensuite, on a le deuxième, ça va être l'IEF, l'instruction en famille par la famille ou par un tuteur. Donc, là, la famille, le tuteur va choisir une méthode pédagogique. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, Montessori, Freinet, autre chose. Voilà, vraiment, il y en a aussi qui vont aller piocher sur des sites de profs, d'instit, et ils vont faire leur sauce. Ils vont faire des thématiques. Ils vont faire comme à l'école. Par exemple, on va faire, tiens, thématique, les îles hautes. Et hop, ils vont aller piocher à droite à gauche sur plein de sites. Et puis, et donc, ils vont tirer de cette thématique-là un peu de français, un peu de maths, un peu de, voilà. Il y en a qui vont suivre un site parce que c'est très bien fait. Enfin, il y a vraiment différents types. Il y a plein de. Et voilà. Mais en tout cas, là, du choix de la famille ou du tuteur. Et souvent, quand même, on est quand même dans une hiérarchie qui est un peu plus, qui reste quand même assez verticale, dans le sens où on donne à l'enfant le savoir. Donc on est en position de maître à penser. Voilà, on a ce rôle de, on te dit, on est vraiment dans le rôle de professeur, dans le sens de professer, on donne le savoir, on donne la parole. Donc, et voilà. Et vous allez voir que c'est pas toujours, nous on propose d'autres choses. Dans l'IEF classique, donc par famille, par un tuteur, l'adulte choisit la pédagogie, oui. Il y a une inspection annuelle, donc celle dont on vous parlait tout à l'heure. Et donc là, le parent ou le tuteur est en charge. Et c'est aussi donc la famille qui est en charge de faire les démarches administratives. Voilà. Ça, c'était le deuxième. Ok. Euh, Merci Grégory. Ensuite, on a le troisième. Unschooling. Ça, c'est un de mes préférés. Le unschooling, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'école. C'est l'IEF sans l'école. C'est l'IEF centré sur l'enfant. Donc là, la famille est responsable de l'enfant, mais on n'est plus, on met l'enfant. Donc on apprendit ce que l'enfant, sont des intérêts de l'enfant. On est sur ce qu'on appelle de la pédagogie de projet. Et ça, c'est passionnant. Qui s'appelle Pioche. Hein. Il y en a une en France
qui fait que ça. Donc c'est tout à fait possible. Ça fait partie des pédagogies au même titre que Montessori et tout ça. Donc quand vous faites du unschooling, si vous pouvez faire ça. Une pédagogie de projet, c'est très simple. Votre enfant, il a une idée, il veut mener un projet, genre construire un cerf-volant. Et ben, vous allez partir de son intérêt pour amener, comme je disais tout à l'heure, les apprentissages fondamentaux qui vont être transversaux, c'est-à-dire qu'ils vont se recouper. Donc, vous allez mettre un peu de français, donc grammaire, orthographe, etc. Parce que peut-être qu'il va vous avez un poème sur peut-être il va devoir écrire je sais pas, une histoire d'un cerf-volant. Vous allez mettre un peu de mathématiques, voilà, c'est facile, hein, parce qu'il va devoir calculer le milieu du machin, un peu de géométrie, tout ça, ça va être trop cool. Un peu de physique avec le vent et tout ça, un peu d'histoire peut-être, avec l'histoire du cerf-volant, on sait jamais. Et voilà. Donc là, vous faites les recherches. Donc il y en a qui ne le font pas comme ça, il y en a qui vont bosser le soir pour préparer tout, pour que l'enfant ait tout prêt le lendemain. Je suis plus partisane de vous écouter. Des fois, l'objectif quand on c'est que l'enfant soit autonome. Donc, apprenez-lui à apprendre, c'est ce qu'il y a de plus important. Pour faire ses recherches. Ouh, je suis perdue. Non, ça y est, je suis là. Que respecte à fond le rythme et les besoins de l'enfant. L'adulte est un facilitateur d'apprentissage. Il y a une inspection annuelle de l'UF et on est aussi en charge de faire l'adéquation nous-mêmes à la DG12. Ok, et ensuite on a une quatrième option qui est l'écolieu. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Donc, à l'écolieu, la famille, elle est présente et elle reste responsable de l'instruction de ton enfant. On est vraiment un centre de soutien à l'apprentissage. On n'est pas du tout, on ne se substitue pas à la famille, donc, parce que sinon on serait une école et on n'est pas une école. On est un centre de pédagogie, un centre de soutien. Donc la famille est là. Donc les parents doivent être présents à l'écolieu, un des deux parents. Pourquoi? Parce que c'est très important pour nous de transmettre, rendre les gens autonomes. Les apprentissages sont libres, autonomes et dans le respect de l'enfant. L'adulte est un facilitateur d'apprentissage. Okay. Donc là, on a à peu près à l'écolieu, on a un temps de travail dirigé. Donc quand les enfants arrivent, à peu près vers 9 heures, on démarre les apprentissages dirigés. Donc c'est-à-dire que on est vraiment dans un de fonctionnement de classe alternative où on leur fait des présentations de matériel. Et puis les enfants naviguent entre ce qu'ils savent déjà faire en autonomie et puis des nouvelles choses qu'ils veulent voir et tout. On est plus du coup sur des apprentissages fondamentaux, hein, du genre orthographe, apprentissage de la lecture, mathématiques, vraiment, voilà. Mais après, ça dure que 1 heure. Les enfants qui veulent, ils continuent. On est là avec eux. Très souvent, ils vont continuer en vrai. Donc en fait, l'idée, c'est de les lancer, de les diriger pendant la première heure et après, on les lance. Très souvent, donc, ils veulent continuer. Donc tant qu'ils veulent. Mais après, sinon, tout le reste de la journée, on est sur des messages qui sont un projet, comme je disais tout à l'heure, par rapport au rythme, par rapport à leur projet à eux ou au projet de l'écolieu. Donc, dans l'écolieu, on a plein d'idées, parce qu'en fait, on fait des temps de regroupement où chacun doit décider de qu'est-ce qu'il voudrait faire. Si on plantait ci, tiens, et si on fabriquait ça, tiens, et si on allait faire la visite de... Et donc, du coup, on va travailler sur ces projets-là. Et donc, on va travailler ensemble, que ce soit à la gestion de projet, à organiser un événement, ou alors si on veut acheter des trucs pour planter ça, alors comment on va gagner de l'argent, etc. Donc on va fabriquer des trucs ou pas, enfin voilà. Ou alors si c'est pour planter, on va aller tous dans le jardin pour aller planter. Enfin, on a fait plein, on a fabriqué du réti, alors c'est très important tout ce qui est culture et voilà parce que encore une fois on veut les rendre autonomes et donc du coup pas dépendre de l'extérieur et donc arriver à faire avec ce qu'on a. Et ce qu'on a dans le jardin, c'est des cocos, c'est des ourous, c'est
plantes qu'on a, voilà. Donc on apprend aux enfants à râper, à casser la noix de coco, à râper, à faire tout ce qu'on fait avec. On a fait on a réussi à avoir de l'huile de coco, c'était trop cool. Du poé, tout ça, tout ça. On apprend à tresser. Euh, on apprend à faire du fil avec l'écorce de banane, de bananier. On leur apprend à couper du bois avec une hache. Voilà. Ça, c'est vraiment par rapport à la vie de l'écolieu. Euh, Là, on est en plein dedans et c'est ce qu'on aime le plus. Après, ben, on a des ah oui, des patates douces, plein de patates douces, on en a plein. Euh, Comment dire? Bon, après vient aussi à l'écolieu, c'est que du coup, les ont des compétences. On est tous experts. Donc chacun en fait a ses propres domaines de compétences. Et donc par exemple, on a des mamans, des parents qui aiment danser le tambouré. Donc du coup, ben on va danser. D'autres qui aiment faire de la méditation, donc on va faire des séances de méditation. Voilà, on est dans l'idée de partager ses compétences et donner du coup confiance comme ça aux parents qui se sentent de plus en plus valorisés, qui ont moins de complexes par rapport aux apprentissages fondamentaux, où encore une fois, on a cette impression que le métier de prof est inaccessible, alors que finalement, quand on se base sur ce dont nos enfants ont besoin, et ben vraiment, je vous assure, on est tous compétents, plus, plus, plus. À quel âge l'enfant peut venir? Eh ben, à tout âge, parce que comme ils sont accompagnés de vous, donc en fait, n'importe quel âge. Par contre, quand on fait des stages vraiment où là on se base sur un système plus classique où les parents ne sont pas obligés de rester du coup, donc là ils peuvent, mais ils peuvent aussi les laisser. Et donc les stages de vacances ou les mercredis, vendredis après-midi ou les périodes extrascolaires, là, on est à peu près à partir de 3-4 ans en fonction de l'enfant. Ouais, la liberté, c'est un de nos maîtres mots, Emmanuel, à l'école. C'est tellement important. Ce qui est très important, parce on se base aussi beaucoup sur les principes des écoles démocratiques, c'est que l'enfant puisse émerger sa motivation intrinsèque. Et plus on va lui imposer des thétiques, des attellages comme ça, ici et ça, et tiens, et si on bossait sur ça, ça, ci, et plus il va se réfréner, et il va vous écouter, et c'est vrai que c'est très agréable, j'avoue. Et en même temps, quand ils sont adultes, et ben du coup, bah, ça fait que ça devient des adultes qui se laissent faire par une société, par des politiques, par un patron, par tout ça. Et on voit bien ce que ça crée aujourd'hui. Donc, l'objectif à l'écolieu, c'est de créer des citoyens libres et autonomes. Yeah! D'ailleurs, on les a initiés aussi aux enjeux des communales à l'époque, quand c'était là en février-mars, avant le confinement. Et c'est très important qu'ils se rendent compte, on se rend compte tous du pouvoir qu'on a par rapport à la société dans laquelle on vit. Et ça commence vraiment avec l'éducation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Que du coup, on est accompagné par des responsables pédagogiques, donc comme je disais, moi, Lynn et d'autres personnes. Donc Lynn et moi, effectivement, on sort du système d'éducation nationale de notre métier. On s'accompagne. Dire que c'est pas parce qu'on n'est pas prof qu'on ne peut pas apporter le nombre des compétences de chacun. Enfin, je veux dire, moi et même Lynn, j'en suis sûre, on apprend énormément au contact de tous les parents qui viennent. C'est incroyable, c'est juste une richesse. Euh, il y a du matériel, donc effectivement, bibliothèque, ludothèque et tout le matériel pédagogique présent. L'objectif aussi de l'écolieu, c'est qu'on arrête de consommer, qu'on arrête d'acheter à tout va. Donc, l'idée, c'est de centraliser, c'est de,
c'est de réunir ce que tout le monde a et de permettre à chacun de se prêter, de partager, et de cette façon-là, de plus avoir besoin d'acheter et d'épuiser les ressources de notre belle planète. Voilà. Les apprentissages de la vie. Ouais. Donc, ah oui, c'est vrai que j'ai parlé beaucoup de tout ce qui était vie pratique, mais psychosocial que j'ai pardon, en plus c'est mon bébé, ce dont je parlais au tout début du live. Donc les compétences psychosociales, c'est tous les apprentissages de gestion des émotions, résolution de conflits, euh, estime de soi, médiation, tellement de choses. Voilà, tout ça, c'est des compétences que malheureusement on met souvent au second plan. Et pourtant, un enfant qui n'est pas bien avec lui-même et qui n'est pas bien avec les autres ne pourra pas apprendre sereinement ses étapes de multiplication et comment faire. Bon, quoi. Donc, c'est vraiment des compétences qui sont essentielles parce que malheureusement, on les met un peu de côté et du coup, on crée des adultes qui sont, qui sont pas forcément bien dans leur peau et qui, du coup, encore une fois, fait qu'on vit dans une société où les, les personnes ont, comment vous dire, par exemple, un truc très important dans les compétences, dans les compétences de développement personnel, c'est tout ce qui est estime de soi et leadership, proactivité. Okay. On le voit aujourd'hui avec la crise qu'il y a, que on a tous pris l'habitude d'être dans ce système et de se laisser faire par ce système et de suivre le train-train de nos vies sans le remettre en question et d'aller, voilà, boulot, maison, on mange, week-end, enfin voilà, et de passer comme ça un peu à côté de nos vies. Or, quand on apprend dès le plus jeune âge qu'on a le pouvoir sur nos vies, le pouvoir sur nos apprentissages et qu'on a le pouvoir de choisir et c'est quoi le bonheur et toutes ces compétences qu'on travaille en éducation à la paix, ben, on ne devient pas des adultes qui nous laissons faire. On est auto-entrepreneur de métier et dans nos vies. Et si on choisit salarié ou autre, on le choisit, on n'est pas victime. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est vraiment très très important parce qu'aujourd'hui, les gens se réveillent beaucoup grâce au confinement. Et heureusement qu'ils se réveillent aujourd'hui, mais quel âge de ne pas s'être réveillé avant. Et c'est ce qu'on vous propose, en fait, c'est ce qu'on propose aux enfants d'aujourd'hui, de ne pas perdre du temps à, à passer à côté de nos vies. J'ai pas d'autre mot, en fait, c'est ça. À vivre, vraiment, on leur apprend à vivre leur vie et à être, à, je me perds dans mes idées, à être en pleine possession de ce qu'ils veulent faire et d'aller au bout de ce qu'ils veulent faire, d'avoir des objectifs et de ne pas les reléguer au second plan, à pas se dire c'est qu'une passion, je le ferai plus tard, ou ça me fera pas vivre, ça me fera pas gagner d'argent, donc c'est pas un vrai métier. Voilà, on leur apprend vraiment que s'ils veulent, ils sont capables de le faire. Et donc du coup, ça fait des humains très heureux. Maître de leur destin, exactement, carrément. Euh, et par rapport à l'écolieu, donc du coup, le dernier petit point, c'était que ben il y a l'inspection qui est toujours là, qui est faite. Donc c'est les parents qui sont inspectés, donc elle va être faite chez vous, mais à l'écolieu, on va vous aider à la préparer. Donc ce que je disais tout à l'heure, on prépare, on vous aide, on ne fait pas à votre place, on n'est pas dans le faire à votre place, mais on va le faire avec vous. Donc on vous aide à préparer un dossier pédagogique, on vous aide à voilà, avoir confiance en vous et tout ça. Mais c'est vous qui gérez l'inspection.
Je vais finir par finalement la question de qu'est-ce que vous voulez vous, qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants en fait dans leur vie pour eux plus tard quand ils vont quitter d'être épanouis, quand ils vont quitter le nid, quand ils vont quitter la maison. Quel est le rêve de tout parent? Vous pouvez écrire. C'est hyper important parce qu'en fait, quand vous réfléchissez à ça, vous avez les grandes valeurs, les grands objectifs de ce que vous voulez leur apprendre, les grandes valeurs de ce que devraient être les apprentissages que vous leur proposez. Et quand vous leur proposez d'aller à l'école classique, c'est très important que les valeurs qui sont importantes pour vous soient diffusées à l'école classique aussi. Consciemment vous dire la coopération c'est hyper important pour moi. C'est ça que je veux qu'ils aient plus tard quand ils vont vivre leur vie. Et laisser à une culture où ils ne font que de la compétition. Si vous voulez que cette coopération vive même à l'école classique, vous avez le droit et le devoir d'y aller dans cette école, avec la grille fermée, de l'ouvrir et de contribuer, de participer, de la faire changer cette école. C'est hyper important. Vous ne pouvez pas juste vous dire que c'est une super valeur, mais rien faire pour qu'elle existe. On parle de vos enfants, de leur vie future. Donc c'est vraiment, je sais pas comment dire. C'est juste le plus important, je crois. Heureux, complètement. Donc posez-leur la question, qu'est-ce qui leur rend heureux? Qu'est-ce qui les rend heureux? Et c'est ce qui nous rend heureux. Mais c'est très important. Et quand on les laisse libres sur comment ils veulent apprendre, ce qu'ils veulent apprendre, quand ils veulent apprendre. Donc on fasse ce qu'ils aiment en accord avec leurs valeurs. Ouais, ça aussi. Il faut travailler sur leurs valeurs à eux. Complètement. Qu'ils se sentent libres et heureux. Oui, la liberté, c'est tellement important. On réfléchissait l'école est le reflet de la société dans laquelle on vit. L'école sonne à telle heure, donc on aille dans une petite salle comme ça, où on écoute quelqu'un nous dire ce qu'il faut faire. Et ça, non mais c'est exactement comme les entreprises. Encore heureux qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'entreprises qui changent un peu la façon d'avoir un leadership un peu plus contemporain, empathique, etc., etc. Heureusement, il n'empêche que la grosse majorité reste très classique et on reste sur un système très comme ce qu'on fait à l'école. Donc, apprenons-leur qu'il y a aussi d'autres systèmes qui sont possibles et peut-être que du coup, ce sera un vrai choix d'aller d'avoir la liberté d'être auto-entrepreneur ou la liberté d'aller dans une structure qui existe déjà avec d'autres gens, une hiérarchie, etc. Autonome, ouais, carrément. Autonome, ça vient, souvent on pense qu'autonome ça veut dire faire seul. Autonome, ça veut dire aider. Et c'est tellement important. Il y a tellement de personnes qui se laissent dire ce qu'il faut qu'ils fassent et qui ne font pas de choix, en fait, ou qui disent on n'a pas le choix. Fuyez cette phrase. Dès que vous la dites, écoutez-vous, entendez-vous et demandez-vous pourquoi vous la dites. Dans quelles circonstances. Ça aussi, c'est un à l'écolieu où on passe de leur propre choix. Et qui dit choix dit responsabilité. Et donc, on les met en face de leur responsabilité. Et donc, tu fais ce choix-là. Voilà les conséquences de ce choix. Donc, tu en es responsable. Est-ce que tu veux les assumer? Oui, ok. Maintenant, on les assume ensemble, avec soutien ou pas. Mais voilà, on y va. Et ça, c'est l'apprentissage pour la vie
de tout le temps, quoi. Libres d'être et de faire ce qu'ils aiment, ouais, carrément. D'être ce qu'ils aiment aussi, complètement. Encore une fois, les structures très grosses, malheureusement, véhiculent des stéréotypes qu'on n'aime pas forcément et qu'on cautionne pas, hein. Mais la masse fait que les stéréotypes ont du mal à changer ou changent beaucoup plus doucement. Forcément, quand vous avez un groupe plus petit, vous pouvez influencer beaucoup plus facilement et casser les codes, les genres, par exemple, les petites filles aiment les princesses et les garçons aiment les Superman. Enfin, voilà, à l'écolieu, on est loin, loin de ce genre de. Je veux dire, déjà, on essaye d'éviter les princesses et les Superman parce qu'on essaie de les ouvrir sur d'autres types d'histoires et d'autres types de voilà, d'autres schémas. Mais si jamais ils sont là-dedans, enfin, je veux dire, la fille, elle a le droit d'aimer Superman et les garçons une princesse, pourquoi pas. Et voilà, enfin, il y a plein d'autres stéréotypes comme ça. Je veux dire, on apprend à tous les âges à couper avec une hache. Déjà, on est trop petit, on n'est jamais trop faible, on n'est jamais trop fille, on n'est jamais trop. C'est s'ils ont envie, et ben, on les aide à le faire. Alors oui, Emmanuel, la nature, très important. L'écolieu est ancré dans l'environnement, c'est juste indissociable de l'apprentissage d'être respectueux de soi-même, des autres et de l'environnement. C'est juste un trio qui ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Et donc du coup, il y a tout un pan. Déjà, on fait en sorte d'être zéro déchet, d'être sans viande, d'être sans plastique. Et on est tout le temps fourré dans le jardin, à planter, on a donc les animaux. Et puis, voilà, il y a vraiment tout cet apprentissage de l'amour du vivant dans sa globalité, donc vivant végétal, vivant animal et vivant humain, qui est très important. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'école à la maison? Est-ce que vous avez... Alors attendez, il y a d'autres mots de clés. On a mis autonomie, authenticité, conscience du vivant, compétence de vie, connaissance de soi, cohérence, amour, liberté, responsabilité, leadership, proactivité, motivation intrinsèque, intégrité, indépendance, coopération. Je pense que c'est des mots qu'on a balayés pendant tout le live aujourd'hui. Ce sont en fait des mots, je vous invite à le faire là, demain matin avec vos enfants, de mettre les valeurs phares qui vous animent dans votre famille et de choisir, du coup, maintenant que vous avez tous les tenants et aboutissants de tous les types d'instructions auxquelles vous pouvez avoir accès, de choisir en conscience ce qui va vous permettre d'atteindre ces valeurs à travers l'instruction que vous allez donner à vos enfants. Voilà, je vous souhaite, je vous dis bonne nuit. Je vous souhaite plein de courage parce que c'est pas facile de faire des choix parfois. Sachez qu'on est là. On peut encore répondre à vos questions. On peut vous accompagner. Et le plus important pour nous, c'est que vous soyez heureux et que vos enfants le soient. Donc, sur ce, je vous laisse. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à Aline d'avoir été en binôme là dans les commentaires. Et puis venez nous voir à l'écolier dès que le confinement sera fini. On est FAA et on a notre page Facebook, on a tous les liens. Voilà. Donc, on peut discuter, école à la ou même pédagogie si vous voulez continuer aussi l'école classique sous contrat ou hors contrat. Évidemment aussi les parents dans ce choix-là. Le plus important, c'est de faire un choix conscient. Allez, bisous à tous. Bye bye.